Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind the Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour ce café du dimanche pour parler de la bourse, des grandes tendances, pour faire l'analyse macro de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà, j'enregistre comme toujours à l'extérieur, donc il fait toujours super beau. Aujourd'hui, on a eu une magnifique journée agréable dans la Haute-Savoie. Donc il a fait quasiment chaud, c'est vraiment là ça commence à faire un peu frais le soir, mais la journée elle était vraiment magnifique. J'espère que vous profitez aussi bien du soleil de ce début de printemps, donc vraiment c'est super agréable. Et donc j'en profite pour sortir un petit peu dehors pour vous faire présenter cette vidéo. Voilà, aujourd'hui au menu, de quoi on va parler? On va parler des taux. Les taux, je pense que ça va être le sujet principal de cette vidéo. On va parler de la courbe des taux également, qui est en train de s'inverser. Je vais également essayer de vous présenter ma vision des choses, parce que les choses commencent à se clarifier, même s'il y a beaucoup d'inconnus qui restent encore, donc c'est toujours peu clair comment les différents éléments vont se résoudre. Donc notamment évidemment la guerre en Ukraine reste une incertitude énorme. Évidemment un des sujets de cette vidéo sera la géopolitique, qui commence à être plutôt mieux accueillie sur la chaîne Mind the Cash. Voilà, et aussi je vais vous partager quels sont les secteurs qui sont selon moi les plus intéressants dans l'avenir proche pour un investisseur plutôt classique, pour un investisseur plutôt défensif. Voilà, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que je suis présent sur les autres réseaux sociaux comme Telegram pour les discussions journalières, quotidiennes, même toute la journée on a des discussions sur Telegram, et sur mindthecash.fr où je fais des posts quasiment tous les jours sur le synthèse de la presse économique et aussi mon opinion très court sur la situation boursière, sur la situation économique et par rapport aux éléments qui se passent au fur et à mesure que les semaines passent, les jours passent. Voilà, donc là on va commencer par les taux. Les taux, parce que la Fed encore l'a parlé cette semaine, ils ont dit qu'ils sont prêts même de monter de 0,5% le taux directeur lors de prochaines réunions. Donc on va voir s'ils tiennent leur parole. Parfois ils changent d'avis, on le sait parfaitement, mais dans tous les cas ça signifie quoi? Ça signifie que c'est vrai qu'ils sont déterminés pour sortir de ce programme de quantitative easing et retourner leur politique monétaire. Donc après, est-ce qu'il s'agit d'un vrai retournement? C'est ça la question qu'on va se poser, cette question, parce que n'oubliez pas que l'inflation qu'on nous annonce aujourd'hui, elle frôle vraiment les chiffres déjà qu'on ne pouvait pas s'imaginer il y a encore quelques mois, de genre au style 6-7%. Et les taux, même s'ils sont déterminés, même s'ils promettent de 7 hausses de taux cette année, ça reste quand même largement en dessous de l'inflation. Si vous regardez le taux à 10 ans, ou bien le taux directeur, encore pire, vous allez vite vous rendre compte que finalement on est loin de là, quoi. Normalement le taux directeur ou le taux de 10 ans doit être plus ou moins proche, en tout cas très fortement corrélé avec l'inflation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un taux réel, en fait le taux qui est calculé comme une différence entre le taux nominal et l'inflation, il reste négatif. Et donc cet écart entre le taux des obligations et le taux directeur reste relativement stable par rapport à la période avant que la Réserve fédérale a commencé à relever le taux. Je parle de la Réserve fédérale parce que bon, la BCE il agit toujours avec un petit retard, mais on peut s'attendre évidemment à la même action de la part de Christine Lagarde en Europe, ça c'est assez clair. Cet écart elle est tout à fait normal, tout à fait classique, ça, en général c'est comme ça qu'elle agit, c'est la Réserve fédérale qui donne le ton pour la politique monétaire générale et l'Europe ensuite d'ici quelques mois elle va s'ajuster plus ou moins sur la même ligne. Voilà, donc quelle conclusion peut-on faire? Donc on reste dans l'environnement des taux négatifs et ces taux négatifs sont plus ou moins au même niveau que nous avons vécu avant cette pseudo début des restrictions monétaires. Cela veut dire que les quantitative easing ou bien cet assouplissement monétaire il est omniprésent. En fait, implicitement il est toujours présent dans l'économie et selon le rythme que Jerome Powell va choisir en termes de la hausse des taux, il risque d'être même encore plus satisfaisant pour les marchés, parce que les marchés restent toujours dans des conditions très favorables du point de vue des taux, du point de vue de financement de l'économie. Parce que grosso modo, si on compare par rapport à l'inflation, clairement les taux restent super méga intéressants. Évidemment, ça met énormément de pression sur les valeurs bancaires. C'est le secteur par rapport auquel je reste relativement réservé. Mais dans tous les cas, ce qui est très important à comprendre, c'est que nous restons quand même dans un contexte
où l'accès à liquidité reste relativement simple et les taux sont quand même relativement favorables pour que l'économie tourne, pour que évidemment les bourses aussi tournent, parce que n'oubliez pas que les banques et les hedge funds, parfois depuis la crise 2008-2009, ils peuvent emprunter avec des taux extrêmement réduits. Donc voilà, ça c'est quand même un point assez important parce qu'on parle que de la hausse des taux, mais quand même le quantitative easing reste omniprésent dans cette économie. Maintenant, on va parler de la courbe des taux. Déjà pour commencer, je vais très rapidement expliquer de quoi s'agit-il. Les obligations, bien évidemment, sont émises sur certaines maturités. Il y a des maturités plus courtes et des maturités plus éloignées. Donc forcément, si vous donnez de l'argent à quelqu'un à 10 ans, vous ne portez pas le même risque que si vous donnez cet argent à quelqu'un pour 10 jours. Donc forcément, les taux courts, normalement, dans l'économie normale, sont moins élevés que les taux longs. Parce qu'évidemment, quand vous donnez pour plus de temps, vous portez plus de risques. Donc forcément, vous attendez à avoir plus de rémunération pour cette prise de risque. Donc en gros, le principe est le suivant. Et donc du coup, vous avez les taux par maturité. Donc vous avez les taux à 1 mois, vous avez les taux à 1 an et jusqu'à 5 ans, 7 ans, 10 ans. 10 ans, ça reste très important. Et jusqu'à 30 ans, je ne sais pas s'il y a des échéances plus longues. Mais le plus important, c'est toujours le 10 ans, parce que le 10 ans, c'est souvent le benchmark des niveaux des taux longs, en fait, dans l'économie, et c'est ça qui permet, en gros, financer à long terme les différentes activités économiques. Et donc, aujourd'hui, nous observons ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux, c'est quand le taux à 10 ans il est inférieur à un taux à 1 an. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça peut être nonsense économique, et ça l'est, ça c'est un nonsense économique, ça c'est clair, mais pourquoi ça arrive? En gros, cela veut dire que les marchés s'attendent à une récession. Ça, c'est une définition plus ou moins, on va dire, standard que je vous donne. Mais en réalité, il y a des subtilités. Ça ne va pas forcément dire qu'il y aura une récession. C'est en gros qu'il y a une inquiétude des marchés financiers, en fait, parce que le marché de dette, c'est le marché comme les autres. Donc, cela veut dire que le marché s'attend qu'il y aura un problème de croissance. En fait, la récession, cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est 2 trimestres d'affilée de baisse de PIB. Donc voilà, parce que la croissance, c'est la hausse du PIB dans le pays. Donc cette inversion de la courbe de taux, qui est dans les médias souvent présentée comme une attente d'une récession, ce n'est plus ni moins que juste l'inquiétude du marché par rapport à la croissance future. Ce qui n'est pas étonnant. Franchement, dans les situations actuelles, je serais étonné si l'humeur des marchés serait différente. Évidemment, nous vivons une incertitude énorme. Nous vivons une sortie de crise Covid avec toutes les chaînes d'approvisionnement qui sont cassées, avec énormément d'incertitudes. Maintenant, on a un gros conflit géopolitique. Donc, franchement, si dans ces conditions-là, les marchés ne s'attendaient pas à une récession, alors je ne comprends pas dans quelles conditions ils seraient dans cette posture. Voilà, donc c'est tout à fait normal, en tout cas pour moi, qu'on observe cette courbe de taux, et je ne pense pas qu'elle a les mêmes conséquences que nous avons vécues en 2018. Je vous rappelle qu'en 2018, Jerome Powell, il a déjà essayé de relever les taux, et ça crée justement ce phénomène de la inversion de la courbe des taux, et c'est une des récentes chutes des marchés. Et ça, c'est assez important. Vous savez que la chaîne Mind the Cash, à l'époque, elle existait déjà, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est une des périodes où Jerome Powell, il était vraiment, en tout cas pour moi, quelqu'un qui s'est présenté comme une personne à qui on ne peut pas du tout faire confiance. C'est lui qui a changé d'avis en 2 semaines, qui a prévu de relever les taux plusieurs fois en année 2019, et finalement, il a fait 2 baisses, ou même plusieurs, ou même plus. Voilà, et à cette époque-là, effectivement, dans l'histoire récente, c'est là où nous avons observé l'inversion de la courbe des taux. Et là, c'était un problème, parce que cette inversion de courbe des taux, elle était accompagnée par le changement de la politique monétaire qui a été vite abandonnée. Moi, justement, c'est à cette époque-là que Jerome Powell a eu tellement peur qu'il a décidé, tiens, non, oubliez tout ce que je vous ai dit, on va continuer à baisser les taux. Et justement, ça donnait beaucoup de poids en fait à différents commentateurs un petit peu anti-système qui disaient que voilà, ils ne sont plus capables de relever les taux, c'est plus impossible, on va toujours rester dans cette cercle infernal. Peut-être ils ont raison d'ailleurs, parce que je ne dis pas que je ne partage pas à 100% cet avis. J'avais aussi cette impression depuis longtemps, que j'avais l'impression qu'on ne peut plus vraiment monter les taux, et actuellement nous vivons une situation où nous sommes obligés de monter les taux, et là du coup on va voir comment ça va se passer. Quelles seront les conséquences. Pour l'instant d'ailleurs, hors le conflit en Ukraine, je ne vois pas forcément tellement un gros problème. J'ai l'impression que le travail de communication il a été bien fait, donc du coup les marchés sont prêts. Maintenant on voit l'inflation à laquelle on ne s'entend pas. Je pense que c'est plutôt l'inflation qui fait peur les marchés plutôt que la hausse des taux en soi, et probablement c'est grâce à ce phénomène que le taux réel reste quand même largement négatif. Voilà, maintenant je vais basculer progressivement sur un autre sujet. Donc c'est que on a parlé de le marché obligataire et de l'inversion de la courbe des taux, mais
Qu'est-ce qui va se passer sur le marché d'actions? Parce que je pense qu'il y a un peu de personnes parmi nous qui investissent sur le marché obligataire en direct, parce que c'est un marché qui reste relativement difficile à accéder, en tout cas pour les particuliers. Certes, vous pouvez avoir des ETF, vous pouvez avoir acheter des obligations en direct, mais déjà, pas tous les brokers qui permettent de le faire. Et moi, dans les circonstances actuelles, je ne pense pas que vraiment que c'est un marché où il faut nécessairement être présent, compte tenu justement des risques. Parce que quand on relève les taux, le corps de l'obligation il baisse, donc cela veut dire que ça déprécie les valeurs de votre obligation. Quand vous achetez un ETF, les cours de votre ETF vont baisser. Donc d'ailleurs pour les novices, c'est souvent, mais de temps en temps ça arrive cette confusion que les gens ne comprennent pas que quand les taux montent, ça ne va pas forcément dire que votre ETF obligataire va monter parce que les rendements ont monté. Non, c'est le contraire qui se passe. C'est les prix des obligations qui font partie de l'ETF qui déterminent la valeur de votre ETF. Et si les prix baissent, et les prix baissent quand les taux montent, donc c'est dans ce cas-là vous risquez de perdre de l'argent. Donc pour ceux qui sont novices, je pense qu'il ne faut pas surtout aller sur ce marché parce qu'il est quand même assez particulier, surtout dans les contextes quand le taux directeur est en train d'être monté et forcément vous risquez de perdre de l'argent. Mais n'oubliez pas que le marché de dette, c'est le fondement du capitalisme, c'est le marché principal où les volumes sont énormes, ce sont vraiment énormes par rapport au volume que nous observons sur le marché d'actions. Donc forcément, si l'argent va sortir de marché de dette, ce qui se passe actuellement, parce que les prix baissent, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vend les obligations, et donc cet argent aura besoin d'aller quelque part, elle doit aller quelque part ailleurs. Et quel est le marché, le plus gros marché par rapport après les obligations? Ça, c'est le marché d'actions, bien évidemment. Après, il y a le marché monétaire, mais ça, c'est un marché très particulier. Donc ça veut dire qu'il y a une compétition directe entre le marché d'actions et le marché obligataire. Donc s'il y a une micro-crise même sur le marché obligataire, donc forcément ces sommes d'argent gigantesques devront chercher un refuge quelque part et il faut que ce soit un refuge dans un marché qui est suffisamment gros parce qu'il y a une notion de profondeur de marché. Donc par exemple, on ne peut pas aller sur le marché de Bitcoin avec des sommes comme ça parce qu'évidemment la profondeur de ce marché n'est pas comparable par rapport au marché obligataire. Donc cela veut dire que quelle conclusion peut-on faire encore une fois? Donc on peut faire que l'alternative aux actions, elle est très difficile à trouver. Donc dans un scénario de l'abandon, bon en fait pas l'abandon total de marché obligataire, mais en tout cas de perte de la popularité de marché obligataire, les investisseurs vont aller plutôt vers le marché d'actions avec une mentalité d'investisseur en obligations. Pourquoi je parle de ça? Ça peut être vraiment pas très clair ce que je suis en train de dire, parce que là je vais arriver à mon opinion par rapport aux quelles actions vont être intéressantes à acheter dans l'avenir proche ou moyen terme. En fait, c'est vrai que les investisseurs qui investissent dans les obligations, ils investissent avec un risque relativement faible, même s'il existe des junk bonds, ce qu'on appelle, donc les obligations qui sont très mal notées des entreprises au bord de la faillite, mais généralement les investisseurs qui interviennent sur les obligations, ce sont des gros fonds et qui cherchent des rendements assurés. Donc forcément, quand ils vont passer sur les actions, ils ne vont pas passer sur les actions Tesla ou bien sur des actions GameStop, c'est sûr. Alors ensuite, ils vont chercher des actions qui ont des profils de risque qui sont comparables par rapport aux obligations. Quelles sont ces actions? Après là, c'est une question assez ouverte. Je pense que ça sera des actions qui font partie vraiment des valeurs les plus défensives et les défensives non cycliques. Parce que comme je viens de vous dire, il est probable qu'on va vivre une récession. En tout cas, c'est ce que la courbe de taux nous indique actuellement. Donc cela veut dire que pour ces actions défensives qui sont cycliques, ça va être quand même assez difficile de passer cette période sans les dégâts. Donc forcément, les investisseurs qui investissaient des obligations maintenant sont obligés de passer sur les marchés d'actions. Ils vont chercher justement les valeurs avec un profil qui est très similaire par rapport aux obligations. Ça peut être quoi? Ça peut être des actions avec un fort pricing power. Pricing power, c'est une capacité d'une entreprise de monter les prix sans affecter tant que ça le chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est quelque part une définition de pricing power. Donc ce sont des entreprises de la catégorie A, mes amis. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours que les catégories A, on peut y investir même pendant les crises parce que de toute façon, généralement, elles passent les crises beaucoup mieux que les autres. Typiquement, par exemple, quelques exemples que je peux vous donner, ça peut être une action Microsoft. Voilà, ça c'est une des exemples avec un gros pricing power, avec une vraiment valeur pas du tout cyclique. Après, il y a une certaine sensibilité comme toute la high-tech sur l'inflation, mais je pense que Microsoft va quand même survivre l'inflation sans aucun problème. Après, il y a évidemment d'autres valeurs. En fait, vous pouvez juste ouvrir myinthecash.fr, regarder les actions de la catégorie A
vous avez à voir la liste. Après, il n'y a pas que la catégorie A, parce que catégorie A, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. La plupart sont très bien valorisées. Nous, évidemment, chez Mind the Cash, on veut trouver du alpha, on veut investir avec du potentiel. Donc, dans ce cas-là, il faudra aller sur des dossiers un petit peu moins, on va dire, moins qualitatifs. Dans les valeurs, on va dire, d'une grade suivante, donc la catégorie B, moi, j'aurais noté les actions de secteur alimentaire, typiquement Danone, typiquement Nestlé, probablement des valeurs de luxe une fois que la situation avec l'Ukraine et la Russie se calme, on va dire, parce que c'est vraiment, ça affecte normalement le secteur de luxe. Et ces valeurs-là, avec un fort pricing power, avec une visibilité quand même assez importante, je pense qu'ils vont être les cibles de ces fonds qui vont abandonner le marché obligataire pour switcher sur les actions. Il n'est pas impossible que ça sera aussi les actions des valeurs minières, parce qu'elles sont très sous-valorisées, elles sont vraiment impressionnantes. C'est vraiment impressionnant. Par exemple, là, je vous prends un exemple de Eramet, l'action duquel j'ai parlé pas mal sur Telegram récemment. C'est littéralement envolé. Et après l'envolée du cours de cette action, elle reste toujours avec un PER moins de 10. Vous voyez, donc PER moins de 10 après l'envolée en bourse. Donc c'est vraiment le secteur très sous-valorisé. Donc je pense que cet argent qui va venir du marché obligataire va se disperser sur les différents secteurs où il y a de la rentabilité, où il y a des dividendes, parce que forcément les valeurs à dividendes vont être toujours recherchées, et je pense qu'il y aura un petit peu moins d'intérêt envers les valeurs cycliques. Voilà, en gros c'est ça mon point de vue, parce que les marchés d'actions vont récupérer une partie du marché obligataire. Voilà, c'est ça que concerne les taux, les obligations. Maintenant, on va parler des marchés. Je vous ai annoncé un rebond sur les marchés. Donc, et on a déjà vécu un rebond. Franchement, les marchés se rapprochent encore vers les plus hauts historiques sur les indices américains en tout cas. Donc, et encore un phénomène technique qui s'est produit le vendredi. Il est très encourageant parce que les marchés, à la fin de la séance, qui était plutôt négative le vendredi, les marchés sont repartis presque pour finir à l'équilibre ou même en petite hausse. Ça indique une certaine confiance des investisseurs vis-à-vis de la situation actuelle, et c'est un signe technique très encourageant tout simplement pour la réouverture la semaine prochaine. Probablement la semaine prochaine déjà on va prétendre de se rapprocher des plus hauts historiques, et c'était exactement mon scénario que je vous ai annoncé dans les précédentes vidéos du café de dimanche. J'espère que vous en avez profité. Moi j'en ai profité, même si j'ai quand même des protections. Je n'ai pas profité comme si c'était à la fin de l'année dernière où j'avais aucune couverture. Maintenant, malheureusement, je suis obligé à en prendre parce que la situation vraiment elle est très risquée, beaucoup plus risquée qu'avant avec la crise en Ukraine. Et je m'attends toujours à la suite de ce rebond. Ce rebond qui pour moi n'est qu'un rebond technique. Je ne suis pas d'accord avec certains analystes qui disent qu'on retrouve une certaine forme de stabilisation après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je trouve tout simplement que nous sommes dans un rebond qui est quand même assez sain dans ce contexte, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, toujours après les quantitative easing. Il y a beaucoup mentalement des personnes qui veulent saisir les opportunités, faire ce qu'on appelle les buy the dip. Ont-ils raison ou pas? Ça, l'avenir qui nous dira. Moi, je pense pas qu'ils auront raison, en tout cas pas sur tous les titres. Mais je pense que la situation quand même a beaucoup changé. Donc forcément, je reste toujours sur mon scénario de base d'avant, que le rebond technique, oui, jusqu'au sommet, peut-être même dépasser le plus haut historique sur S&P 500 Nasdaq, pourquoi pas. Mais ça va être en rebond quand même de dernier espoir. Ensuite, on va être rattrapé par les réalités économiques. On devra pricer l'inflation, on devra pricer le nouveau monde, les nouvelles relations internationales. Il y a certains des secteurs qui vont bénéficier, d'autres secteurs qui vont perdre. Mais dans tous les cas, on ne va pas vivre aussi dans le petit monde tranquille biche, comme je dis, auquel on s'est habitué ces dernières années avec les injections massives de liquidités dans les marchés financiers. Voilà, en gros, c'est ça mon point de vue. Je ne vais pas le répéter encore une fois, ça n'a pas changé. C'est juste, je voulais frimer un tout petit peu, vous présenter que voilà, le rebond, malgré les mauvais fondamentaux, le rebond a eu lieu. Et même sans qu'il y ait des bonnes nouvelles sur le front de la guerre en Ukraine. Et ces bonnes nouvelles, quand même, elles ont tombé ce week-end quand les marchés sont fermés, parce qu'apparemment, la Russie, elle veut énième fois changer son objectif en Ukraine, parce qu'elle commence à reconnaître vraiment le fiasco de cette opération militaire. D'ailleurs, vous savez, c'est assez drôle parce qu'il y a 4 semaines, quand tout a commencé, j'étais une des rares personnes qui disait que je ne suis pas du tout sûr du succès militaire de Poutine, qui
tout le monde me disait, ah, là tu exagères quand même, c'est pas comparable, blablabla. C'est vrai que c'est pas comparable au niveau de quantité de l'armée, quantité de personnes qui sont de côté de la Russie, mais en tout cas, la situation est telle que la victoire ne sera pas assurée nécessairement. Et là, on voit déjà que quasiment tous les médias ont reconnu que la Russie a pris une raclée quand même en Ukraine, et finalement, ils sont obligés de revoir un petit peu les objectifs parce que initialement, comme je vous rappelle, que le but c'était de renverser le régime. Il appelait ça dénazification, donc un truc en termes qui ne signifie absolument rien. Peut-être il signifie quelque chose pour Poutine, parce qu'il s'imaginait des milices néo-nazis en Ukraine, je ne sais pas quoi, et il voyait cette démarche comme libération de l'Ukraine. Mais en tout cas, tout ça c'est en dehors du scope du projet Mind du Cash, mais dans tous les cas, ces objectifs aujourd'hui sont quasiment impossibles d'atteindre, à moins qu'il lance encore une offensive, il ramène encore plus d'armées. Donc après, je ne vais pas rentrer encore une fois dans la géopolitique, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il est dans le but actuellement de encore rapprocher encore plus de troupes vers les frontières ukrainiennes. Tout simplement, je pense qu'ils ont décidé de revoir leurs objectifs et maintenant ils parlent plus de la libération, entre guillemets, encore une fois, de la région de Donbass. Parce que, juste pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, déjà la région de Donbass, partiellement, elle était prise par les Russes en 2014. Non, par les Russes, il appelle ça les insurgés, mais ce n'est pas réellement des insurgés, c'est juste des groupes armés qui ont été envoyés par la Russie et par les services secrets de Vladimir Poutine. Par contre, la région de Donbass en entier, elle est beaucoup plus grande. En fait, la plus grande partie de la région de Donbass, elle était toujours contrôlée par l'Ukraine pendant ces 8 ans. Et maintenant, en gros, l'objectif s'est réduit jusqu'à récupération de cette région en entier et par la suite, peut-être le contrôle, par la suite faire d'autres provocations à partir de cette région. Je ne sais pas comment les Ukrainiens voient ce genre de choses. Est-ce qu'ils vont laisser Poutine d'aller atteindre ce but qui lui permettra de sortir en sauvant la face légèrement, franchement légèrement, parce que vu le nombre de personnes mortes en fait et le nombre de soldats tués, je ne pense pas que ça va être aussi facile d'encaisser un tel résultat. Mais les Ukrainiens encore, ils sont en position de force presque en ce moment. Évidemment, beaucoup dépendra de la décision politique ukrainienne. Évidemment, la décision politique ukrainienne en partie est influencée par ses alliés occidentaux, parce que l'objectif des Occidentaux à court terme, c'est de finir ce conflit. Je pense que l'objectif de l'Ukraine, évidemment, c'est finir ce conflit également, mais aussi récupérer ses territoires. À voir. Bon, ça c'est quand même quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Je peux juste constater certains éléments que maintenant la Russie est en train de changer ses objectifs, et ces objectifs commencent à être acceptables. C'est ça que je veux dire. Et ça va être très bien perçu par les marchés financiers parce que ça ouvre une porte vers la fin du conflit. Et la fin du conflit, c'est évidemment une grande impulsion pour la hausse des marchés et vraiment le changement radical de l'humeur. Donc voilà, c'est ça mon point de vue, c'est pour ça que je vous en parle encore, je vous saoule avec cette géopolitique. C'est en gros que ce changement de paradigme pour Vladimir Poutine, qui parle de moins en moins de la dénazification et de renversement du régime de Zelensky, apparemment ce n'est pas à l'ordre du jour, et ça laisse une porte de sortie qui permettra d'échapper aussi à la guerre nucléaire. Parce que certains, et y compris moi, pensent que probablement Vladimir Poutine n'est pas forcément très stable mentalement déjà, et surtout après cette perte, il risque de vraiment devenir un fou furieux qui va faire des bêtises, on ne sait pas trop ce qu'il est capable de faire. Je pense que vraiment une défaite sec de Poutine en Ukraine, ça crée un énorme risque, effectivement un énorme risque nucléaire, et qui est absolument impossible de pricer sur les marchés financiers. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pris des protections avec des options put pour vraiment protéger mes actifs contre ce risque potentiel qui est évidemment impossible, tout simplement impossible de quantifier. Une autre actualité en provenance de la Russie, c'est Vladimir Poutine qui a parlé de vendre son gaz pour les roubles, en roubles en fait. Et même pour certains clients, on l'a proposé de le faire en Bitcoin. Franchement, ça fait beaucoup de bruit, surtout pour les investisseurs dans les crypto-monnaies. C'était vraiment leur belle journée pour les cryptos. Moi, j'en ai des cryptos, donc vous le savez. D'ailleurs, c'est sur mindthecash.fr, je publie aussi mes positions. C'est pas très à jour actuellement, mais je vais le mettre à jour cette semaine, normalement. Comment on peut analyser cette actualité? Franchement, Vladimir Poutine a dit déjà beaucoup de choses. Il y a très peu de choses qu'il a fait réellement. Je pense qu'aujourd'hui, il en a besoin de dire quelque chose. Et
et il a besoin de montrer une impression qu'il a un plan pour lutter contre les sanctions absolument inédites, clairement les sanctions auxquelles il n'était pas prêt. Et finalement, il comble les vides. Je trouve qu'il comble les vides médiatiques autour de lui. Clairement, ils n'ont pas de projet. Clairement, la Banque centrale russe, qui est d'ailleurs très bien gouvernée, j'aime beaucoup la présidente de la Banque centrale russe, dans les conditions, dans les circonstances incroyablement difficiles, elle arrive quand même à gérer la situation, elle évite de créer vraiment la catastrophe financière, et c'est uniquement grâce à elle. Et j'ai peur que c'est elle qui va finalement être une bouc émissaire quand la Russie va faire faillite, parce que pour moi, va inévitablement va faire faillite. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment une no news, mais clairement no news. Peut-être de point de vue de sentiment, point de vue technique, ça donne un certain potentiel pour les cryptos. Mais franchement, déjà pour payer le gaz en russe, c'est possible, mais c'est tout simplement la même chose qu'il a fait déjà, parce que Vladimir Poutine, le premier jour, quand les sanctions ont été annoncées, pour soutenir l'économie, ils ont annoncé une nouvelle loi qui obligeait les exportateurs du pétrole et du gaz russe de convertir les dollars et les euros qu'ils obtiennent de leurs clients en contrepartie, de les convertir immédiatement en roubles pour soutenir la devise. En gros, vendre directement en roubles, c'est exactement la même opération, parce que tout simplement les clients eux-mêmes devront acheter les roubles et pour ensuite acheter le pétrole ou le gaz. Donc probablement ils vont jouer sur les cours, peut-être ils vont essayer de les arnaquer sur les cours, ça c'est pas impossible. C'est là où ils voient l'intérêt économique, mais techniquement c'est exactement la même opération. Pour les bitcoins, c'est juste pour une blague, c'est clairement pas sérieux, c'est pas du tout la monnaie qui est adaptée pour ça, qui est la monnaie qui bouge tous les jours de 10%. Comment tu peux faire des transactions sérieuses sur une monnaie comme ça, et ça va créer encore d'autres phénomènes qui ne sont absolument pas accessibles pour un marché aussi gros. Et en parlant des sanctions, Joe Biden, il était en visite en Europe cette semaine, donc il y a eu des nouvelles sanctions qui ont été annoncées. Certains analystes les ont considérées comme insuffisantes. Par contre, il y en avait une sanction qui, moi, je trouvais assez importante, que maintenant les États-Unis et ses alliés occidentaux, ils ont dit que les entreprises qui vont acheter de l'or, parce qu'ils ont beaucoup, la Banque centrale russe, elle a beaucoup de réserves en or, s'ils vont acheter l'or russe, ils vont tomber eux-mêmes sous les sanctions. Donc forcément, ça va réduire l'intérêt de ces contreparties à qui la Russie voulait vendre de l'or pour justement de créer de la monnaie en devise, va être très très réduit, parce que de toute façon chacun qui va maintenant acheter de l'or en Russie chez la Banque centrale russe qui est sous les sanctions, et va se retrouver sous les sanctions lui-même. Donc je pense que c'est assez important du point de vue liquidité de ces réserves nationaux. Et ça, pour moi, c'est encore un autre facteur qui quasiment garantit à un moment donné d'avoir un défaut de paiement de la Russie. Je pense au pif, je dirais que ça devrait arriver d'ici quelques semaines, littéralement. Je pense que vers mi-été, peut-être début d'été, ça devrait déjà être une éventualité très probable. Ensuite, l'Europe n'a pas renoncé au gaz russe et au pétrole russe pour le moment, encore une fois, pour le moment. Pour moi, c'est vraiment une question de temps. Franchement, je pense qu'il y a déjà un consensus en Europe pour remplacer le gaz russe. C'est juste la question qui se pose réellement, c'est combien de temps ça va prendre. Et évidemment, la question centrale, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne, il est très dépendant du gaz russe. Pétrole et gaz, c'est très différent, parce que moi, je travaille dans le secteur, donc je connais un petit peu ce métier. En fait, pour remplacer le pétrole, c'est compliqué, mais c'est faisable. En fait, franchement, c'est quand même assez réaliste comme stratégie, tout simplement parce qu'on peut payer les coûts supplémentaires pour emporter le pétrole de plus loin et remplacer le pétrole russe par un pétrole en provenance de notre pays. Pour le gaz, c'est quand même très difficile, parce que le gaz, il est bien plus difficile à stocker, et en plus les gazoducs, ils donnent vraiment un avantage de prix énorme. Et vu qu'il a un avantage de prix d'utiliser et de prendre le gaz dans le gazoduc russe, forcément les lobbyistes de gaz pro-russe, ils vont toujours avoir de la force, et ils vont vendre une idée que voilà, les citoyens européens, vous payez plus cher parce que les politiciens ont décidé comme ça. Mais je pense que ça va quand même être assez difficile à avaler dans les conditions actuelles. Peut-être les émotions vont tomber à un moment donné, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, on va plus facilement accepter de reprendre le gaz russe. Ces lobbyistes vont réapparaître sur le devant de la scène, ils vont dire ah tiens, finalement le conflit s'est terminé, pourquoi pas reprendre encore du gaz russe.
À voir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans tous les cas, la diversification d'alimentation en énergie du continent européen, c'est la question qui se pose vraiment ouvertement et elle est urgente. Elle est urgente, c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder dans le secteur des énergies renouvelables, de LNG, donc ça c'était des secteurs que je vous ai déjà parlé, j'en ai déjà beaucoup présenté dans mes vidéos, et c'est là où nous allons avoir du potentiel à long terme. Forcément, certaines entreprises sont déjà bien valorisées, donc là maintenant dans mon portefeuille j'ai une société Cheniere, c'est une société américaine de qui dans le secteur du LNG, et j'ai plusieurs sociétés dans le secteur des énergies renouvelables, mais dans tous les cas les énergies renouvelables, même avant cette crise, pour moi c'était une des directions de mes investissements. Donc voilà, si vous n'avez pas encore ces valeurs, je vous invite quand même peut-être à analyser votre stratégie parce qu'il y a des bonnes affaires à faire dedans. Un autre secteur dont j'ai pas mal parlé dans la vidéo de hier sur l'investissement rentier pour le dividende, c'est le secteur de la défense. Franchement, certains disent que les entreprises sont trop chères parce qu'ils ont trop monté, mais elles n'étaient pas si chères que ça avant cette crise. Et donc maintenant, avec les nouveaux contrats, et cette semaine, c'est un événement super important pour ce secteur, que les États-Unis ils ont annoncé une augmentation du budget monétaire, une augmentation très significative. Donc forcément, ces valeurs vont en tirer profit. Donc il ne faut pas oublier que même si sur le graphique, ces valeurs peuvent vous paraître chères, on peut essayer d'attendre un pullback, pourquoi pas, pour entrer en position, mais ce pullback peut ne pas arriver. Donc moi je préfère déjà d'initier certaines positions et ensuite renforcer si ce pullback aura lieu. Parce que c'est vrai que la situation a bien changé, tout le monde a bien compris que la paix dans le monde ce n'est pas un acquis, pas du tout, et donc forcément les pays vont se protéger plus, vont se armer plus, et ça va forcément donner plus de profit à des entreprises de secteur de la défense. Voilà, pour résumer cette vidéo, les taux montent, l'inflation monte, la courbe des taux et l'inversion de la courbe des taux, ce n'est pas nécessairement un problème. Pour moi, ça montre juste l'humeur du marché qui est tout à fait logique dans les circonstances actuelles. Ensuite, il y aura un gros bascule des fonds, en fait des capitaux de marché obligataire vers les marchés d'actions parce que c'est le seul qui peut accueillir les capitaux aussi importants. Et je pense que les secteurs qui vont en profiter, c'est des secteurs avec un fort pricing power et les secteurs non cycliques, donc la catégorie A et la catégorie B de grande qualité. Ensuite, j'ai parlé de la géopolitique. Toujours aucun avancée de la Russie dans le conflit. La Russie revoit ses objectifs et c'est peut-être une bonne nouvelle pour les marchés. Ça laisse une porte ouverte à Poutine pour sortir de ce conflit désastreux pour ce pays. Et ensuite, les secteurs qui bénéficient de la situation actuelle, c'est évidemment les énergies renouvelables, c'est le GNL et c'est la défense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas un like, s'il vous plaît. Pour moi, c'est super important. J'ai oublié de le dire au tout début. Partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance, et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, moyendecash.fr et Telegram. Je vous dis à très bientôt, Moyen de Cash, bye bye.